Voilà, le TRT5, ça fait vraiment longtemps, en tout cas pour les plus anciens d'entre nous. Euh, Toujours plein de plaisir à discuter avec vous, à partager des connaissances. Et donc, merci de cette invitation. Alors, voilà. Donc, finalement, c'est quand même vraiment super de se rendre compte que les traitements antirétroviraux, ils ont passé leur temps à évoluer. Et on a très, très envie que ça ne s'arrête pas. On a constamment optimisé, vous, nous, ensemble. D'abord, dans les années 2000, c'était l'efficacité, hein, on se rappelle, c'était vraiment la priorité. On a un peu fait l'impasse sur la toxicité, on ne pouvait pas l'avoir. Donc ça, c'est les premières générations d'inhibiteurs de nucléosides, de reverse transcriptase nucléosidique, des KT-AZT, ça y est, ils ont disparu. Et puis ensuite, on a simplifié les prises. Hein, voilà, il y en avait beaucoup, il y en avait plusieurs fois par jour. Et voilà, pour améliorer l'observance. Et puis on est arrivé à un état où on a à peu près ce qu'il faut. Mais on a un autre défi, vous le savez, c'est qu'il va falloir tenir, durer. On n'a pas après combien, 35 ans, ni de cure, ni de rémission, ni rien. Mais on n'a pas de vaccin, mais on a quand même, on va en parler un tout petit peu, de la prophylaxie. Donc on a vraiment des outils super. Sauf que entre-temps, heureusement, hein, c'est quand même 10 ans de lutte, on donne un traitement à tout le monde. Je vous rappelle les débats à plus de 350. Et puis on le donne tout le temps, le plus tôt possible. Donc vous voyez un traitement. Bon, vous le savez, ça peut être, on parle d'un enfant qui sera infecté, bah, c'est 80 ans, je ne sais pas où il habite, hein, mais même quelqu'un qui est pris en charge à 35 ans, c'est beaucoup de temps. Donc on a une nouvelle problématique, voilà, une problématique agréable, hein, d'aménager et de essayer de pousser. Et finalement, pourquoi on prendrait encore des traitements tous les jours? On va revenir, l'allègement, Pierre l'avait fait. Effectivement, on était quand même très pionnier en France, et même les monothérapies d'IP, etc. Ça reste du traitement quotidien, on a l'intermittent. Mais fort de ces constats, il y a maintenant à peu près 8-10 ans, les industriels ont commencé à développer en se basant sur des données pharmacocinétiques, la chimie, et il faut inventer donc des composés qu'on va appeler long-acting, longue durée. Et ça, c'est finalement une révolution. D'abord parce qu'en traitement anti-infectieux, ça n'existe pas. Et vous pouvez imaginer tout ce qu'on pourrait faire en infectieux longue durée. Donc on va parler voilà, brièvement de ce que l'on sait aujourd'hui. Voilà. Donc le contexte, bon ben voilà, on en a parlé. Il y a un dogme. C'est l'indétectabilité de la charge virale. Ça, c'est clair. Le nombre de traitements qu'on prendra, non. Il est universel, il y a beaucoup de profils. Et ça, j'insiste parce que les recos, pas les nôtres, j'espère, on va voir la fournée, mais les Américaines, il y a un truc qui est recommandé, il y a ça. Nous, on aime, les gens ne sont pas les mêmes. Vous êtes un jeune, vous êtes une fille, vous êtes un garçon, vous êtes... Je veux dire, c'est important d'avoir du choix. Et puis surtout, la vie, elle est longue, on vient de l'esquisser, on n'a pas la même problématique à 25 ans qu'à 75. Donc, on est tous d'accord avec ça, et donc, il faut avoir des médicaments qu'on va pouvoir, enfin des stratégies qu'on va pouvoir individualiser, pas seulement dire, je veux que ça, que les intégrales, je veux que ça, que ça, que ça. Donc les questions, c'est quand même, par ailleurs, c'est aussi, même s'ils sont franchement beaucoup mieux qu'ils n'ont été, nos traitements, euh, on, on ne sait pas ce que ça donne 40, 50 ans ou 60 ans d'exposition. C'est de la chimie puissante. Elle empêche différentes étapes du cycle du virus, mais même si globalement au quotidien c'est bien toléré, on ne sait pas ce que ça va donner 40 ou 50 ans. Et donc, un certain nombre d'entre nous sont, et on est pas mal en France, sont engagés vers l'allègement, pas seulement pour faire plaisir aux gens, simplement dans ce que j'appelle le traitement plus écologique, l'allègement, l'éco-thérapeutique, en se disant, et finalement, si je donnais moins de chimie
pour le même résultat. Et évidemment, avec le même résultat. Pas question de l'indétectabilité de la charge virale qui nous confère le U égale U. Donc, moins de chimie. Alors, on a des stratégies, on les évoquait. Et clairement, vous allez voir que les stratégies longue durée qui vont permettre beaucoup plus que ça, peut-être moins de chimie, mais déjà, vous le savez, on le voit, quelque chose s'affranchir d'un quotidien, même si c'est qu'une fois par jour ou 4 fois par semaine. Quelque part, c'est long et voilà. En tout cas, on sait bien que pour d'autres choses, par exemple des contraceptifs, combien d'enfants ne seraient pas là, combien d'enfants manqueraient si les femmes avaient toujours été compliantes. Voilà, donc pourquoi avoir développé ces longues acting? Bon, ben voilà, c'est s'affranchir de la prise quotidienne, pluri-hebdomadaire, qui a un rappel constant du VIH. C'est aussi simplifier la vie. On va voir, hein, c'est pas tout noir. Et on reprend la réflexion de Pierre. Il n'y a pas tout blanc, tout noir, mais il y a des choses à un moment de vie. Optimiser l'observance, ça c'est clair. Je vais y revenir parce qu'il y a vraiment beaucoup de situations dans le monde qui sont chaotiques au plan thérapeutique. C'est pas juste un méchant ou une méchante patiente qui veut pas prendre son traitement, qui a rien compris. C'est juste que c'est compliqué. Alors ça, c'est une évolution et de plus en plus, on prend en charge des gens qui sont chaotiques sans être mal observants parce que la vie est compliquée et que l'injectable peut finalement appuyer, aider, etc. Des troubles psychiatriques, des gens âgés, des gens qu'on va revoir un peu plus régulièrement que les 6 mois ou 1 an. Et finalement, aussi l'approche, c'est Bruno, c'est toi qui disais ça, sur faciliter la discrétion par rapport. On ne mesure pas toujours chez nous combien c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas, qui cachent, y compris ici. Mais aussi, voilà, par rapport à une famille et pour ceux d'entre nous qui travaillons au sud, c'est compliqué. Les enfants, les adolescents, très très compliqué. Or, si on garde en tête qu'on ne contrôlera cette épidémie, cette pandémie, c'est à la mode la pandémie, que si vraiment on arrive à ce que tout le monde soit contrôlé, dépisté, contrôlé, je ne vais pas vous refaire les 3 fois 95, mais c'est vraiment important. Or, il y a des tas de pays où quand on regarde dans les faits réels, ce n'est pas les statistiques OMS, hein, c'est beaucoup moins que ça qui sont contrôlés, qui devraient être contrôlés. Voilà, donc l'administration, eh bien voilà, en ce moment, on en a un. Depuis le mois de janvier 2022, on en a 2. On a une association, je vais revenir, qui sont en intramusculaire, qui ne sont pas encore le plus top du top. Hein, c'est au début du mois, puis tous les 2 mois, on va y revenir. Mais franchement, c'est une première génération. Une fois, et ça c'est ce qui me semble très important, que c'est plus que du proof of concept, ça y est, c'est là en traitement, c'est là en prévention, ça va l'être, eh bien, on est sûr qu'il va y avoir des améliorations sur les modes d'administration, sur la durée, etc. Donc, voilà, il y a une révolution qui est en marche. Alors, juste, hein, c'est des petites nanoparticules. Il faut arriver à mettre les produits dans des nanoparticules. Puis, le principe, c'est qu'ils soient injectés. Et puis, vous voyez, ils forment j'appelle ça des petits coussinets. Et il faut que ce soit super calibré parce qu'il faut que ça diffuse. Hein, vous savez, le virus, c'est entre 1 et 10 milliards de particules par jour. Donc, il n'est pas question de laisser des journées sans rien qui diffuse dans le sang. Alors que là, c'est particulier dans la fesse. Donc, c'est quand même un peu chou, c'est bien. On va voir qu'il y a parfois des petites choses qui ne marchent pas. Mais globalement, c'est ça le principe. On peut imaginer encore beaucoup de dispositifs. Alors, je ne vais pas vous saouler avec des grandes études, mais quand même, là, la preuve, elle est là, le niveau de preuve. Donc, ces essais... Donc, ici, on mélange un inhibiteur d'intégrase qui s'appelle le cabotegravir et puis un médicament, un inhibiteur non nucléosidique de la reverse transcriptase qui est une génération et demie, qui s'appelle la rilpivirine et qu'on a pu mettre. Évidemment, vous voyez, il en faut 2. Pour l'instant, on n'est pas à la monothérapie en injectable. Donc, ces 2 molécules ont été
développé ensemble avec 2 labos, hein, donc Janssen et Vive, et puis testé à la fois chez des patients en initiation de traitement ou chez des patients qui étaient déjà contrôlés sous traitement. Dans tous les cas, on peut avoir le détail, ça passait dans ces essais par une phase orale pour voir si on tolérait bien, et ça c'est important. Alors, si on reçoit des molécules de la même classe, on peut se passer. Sinon, c'est important parce qu'une fois que les injections sont parties, si on tolère mal, on en a pour 2 ans, 2 mois. Et donc, non, pas 2 ans. Et donc voilà, ces 2 études, donc qui Atlas et Flair, peu importe les noms, vous voyez, on montre, vous êtes familier avec ça, que la comparaison avec le maintien d'une trithérapie ou l'initiation d'une trithérapie orale 7-7, eh bien, c'est aussi efficace. Hein, il n'y a pas de balance. Donc ça, c'est bien, ça établit l'efficacité. Ce qui va nous intéresser, outre la qualité de vie, alors je vous rassure, elle était top là-dedans, mais c'est normal, hein, il y a un gros biais. Et puis, c'est qu'est-ce qui se passe? Je dis toujours, c'est aussi important. Le succès, oui, bien sûr. Mais il faut regarder ceux qui ne sont pas en succès. Est-ce qu'il y a eu finalement des conséquences potentiellement délétères? Donc ça, les circonstances de pourquoi ça n'a pas marché, et en particulier quand on injecte, c'est important. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une conséquence sur le développement de la résistance qui pourrait après empêcher cette molécule et peut-être d'autres molécules de la même classe. Donc toujours regarder à côté quand ça ne marche pas les conséquences. Et donc voilà, ça c'est Atlas. On va y revenir. Là, ici, donc initialement, ces produits ont été développés, enfin en tout cas les essais dont je viens de vous parler, c'était toutes les 4 semaines. Mais la demi-vie, c'est-à-dire la persistance des composés dans le sang, c'était beaucoup plus que ça. Donc l'idée est venue de dire, si c'était tous les 2 mois. Donc assez naturellement, vous auriez dessiné cet essai. Je vais comparer Caborilpi tous les mois versus tous les 2 mois. Là, vous êtes tip-top pour la recherche clinique. 500 patients dans chaque bras, c'est confortable. C'est une étude de non-infériorité. Et puis, ça va durer assez longtemps parce qu'on va voir ce qui va se passer. Et eh bien, finalement, quand ces 2 stratégies se sont révélées équivalentes en termes d'efficacité. Alors, on ne dit pas équivalent, on dit non inférieur. Bon, en gros, pour nous, ça veut dire équivalent. Je ne sais pas, je me tourne vers Pierre, il va peut-être pas être content que je dise ça. Alors en fait, ce qui est vraiment important, c'est OK, Caborilpi, voilà, je peux même le faire tous les 2 mois, mais qu'est-ce qui va se passer? Pardon, j'ai encore une diapo en anglais. Ce qui va se passer, c'est si je ne suis pas bien contrôlée, c'est-à-dire si je ne suis pas à moins de 50 copies dans ces essais, eh bien, effectivement, très peu de résistance, mais quand même, je vais y revenir. Et surtout, je me demande si je n'ai pas la diapo. Attendez, je vais en avant. Voilà. Et si je cumule tout, et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a, parce que là, il n'y a pas de problème d'observance. Quels ont été les facteurs qui ont été associés à le non-contrôle parfait de la charge virale? Eh bien, le premier, ça on peut tous le deviner, c'est le fait d'avoir une résistance à un des produits qu'on a mis, parce que l'autre, il se retrouve en monothérapie fonctionnelle. Et souvent, c'est méconnu. On est voilà, je suis contrôlée, j'ai ci, j'ai ça. On ne voit pas. D'ailleurs, nous, dans les services, on regarde l'histoire. Et puis, quand on a un doute, parce que ça a répliqué, on s'appuie sur un ADN, un génotype dans l'ADN. Donc, vous voyez, 40 fois plus de risques d'échouer si on a de la résistance. Après, le fait d'avoir des concentrations qui étaient un petit peu basses à la ripivirine à la semaine 8, beaucoup moins, hein, rien à voir avec le poids, le risque de la résistance, d'être un peu joufflu des fesses, parce qu'effectivement, à ce moment-là, l'injection, vous voyez, le petit coussinet, si ça part pas au bon endroit. Et puis, ça, c'est le BMI à baseline, l'initiation. Et puis, un sous-type qu'on a quand même assez peu ici et qui, dans les essais, se retrouvait, guess what, en Russie.
Donc voilà, en gros, Cabo-Rilpi, donc effectivement, on le disait, c'est une révolution pour qui? Alors, il y a les RCP, les recommandations pour les gens contrôlés, pour ça, c'est les gens optimaux, voilà, ceux qui prennent bien leur traitement, ceux qui... Mais à côté de ça, et c'est là où la pratique, la vie réelle, nous entraîne à envisager des situations qui sont moins l'élève parfait, des gens qui sont compliqués, etc., des gens âgés, des gens psy. Alors vous me direz, ils en ont déjà des traitements oraux, mais au moins on est sûr, voilà. Et donc c'est toujours une discussion finalement singulière avec un patient, on en parle. Beaucoup vont dire qu'on a déjà des traitements allégés. C'est pas forcément OK. Je suis contente d'avoir ces informations. Donc, en revanche, il y a des contre-indications. Bah oui, c'est pas universel, le Caborilpi. Si on a de la résistance qui est toujours là, on peut pas donner ça. Et puis, si on a l'hépatite B, si on donne ça, il faudra donner autre chose pour l'hépatite parce que ça ne marche pas sur l'hépatite. Voilà. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec ces molécules, c'est que ces molécules ne sont pas seulement des traitements contre le virus, vous le savez, c'est aussi certaines, c'est des molécules qui agissent en prophylaxie, en prévention. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort, dans la mesure où on n'a pas de vaccin. Et juste pour vous citer, c'était cet été, la publication, en tout cas la communication des résultats de Cabo. Là, on est en monothérapie chez des... pardon, je me suis trompée là. Non, c'était chez les femmes. Excusez-moi, je me suis trompée de diapo. Voilà, c'est la suivante. Chez des femmes avec... Et ça, c'était comparé au Truvada. On sait que Truvada, c'est un tout petit peu plus compliqué chez les femmes. Ça se passe en Afrique. Et vous voyez, eh bien, il y a un vrai bénéfice à avoir une injection. Donc chez les femmes, dans une attitude de prophylaxie versus prendre. Ça ne veut pas dire que ténofovir, si c'était bien pris tout le temps, mais on sait qu'il y a des problèmes d'observance et d'attitude par rapport à la prophylaxie qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors, ça, c'est cabotegravir et rilpivirine, les avantages, voilà, ce qu'il faut savoir. C'est disponible en France. Ça va être, il y a un accord, il y a eu une signature avec Patentpool et United pour que ce soit déployé sous forme générique, en particulier en Afrique, mais pas que, j'imagine. Voilà, donc ça suit son cours et c'est très important parce que vous voyez les énormes avantages que ça va offrir dans des pays qui sont beaucoup moins bien lotis que nous. Enfin, il y en a un autre qui est pas encore commercialisé, mais extrêmement intéressant, qui s'appelle donc le lenacapavir. Donc lui, il est un inhibiteur de capside. Donc vous voyez juste comme ça, regardez les courbes, c'est une injection. Et vous voyez, vous avez déjà 2 logs de réduction, ce qui fait un facteur 100. On a diminué de 100 la charge virale avec une injection. Donc ça marche vraiment bien. Il y a eu voilà, ça on va passer celle-là. Donc 2 essais. Là, on est en phase 2. On n'est pas encore dans la 3. On est dans la phase 2, donc c'est des plus petits chiffres. On cherche la dose, on regarde quand même l'efficacité. Il faudrait peut-être aller un poil plus vite pour avoir la place pour les questions. J'ai fini. Parce qu'on a dépassé donc voilà. Merci. Donc ça marche bien. Ça marche bien donc chez les patients naïfs. Donc en 2 mots, ça s'injecte tous les 6 mois. En sous-cutané, ça veut dire que c'est auto-injectable, comme de l'insuline. Et voilà, ça dure, l'efficacité dure, c'est bon. Et enfin, chez les multirésistants, c'est une nouvelle classe, donc il y a des patients qui ont vraiment bénéficié, on en a, qui avaient des multirésistances et qui ont pu être contrôlés. Bon, même les produits puissants, ils ont forcément... des petits inconvénients, la résistance, en particulier si le lenacapavir chez des gens multirésistants était tout seul. Enfin, le dernier, on avait l'islatravir, inhibiteur de
transcriptase et de translocation. Non, je dis quelque chose de transcription, si c'est ça, et de translocation. Donc c'est un produit, vous voyez, ça ressemble aux inhibiteurs, aux analogues nucléosidiques. C'est un produit qui a beaucoup de potentiel. Puis on a dit qu'il y avait, parce qu'il lui arrivait un sale coup, c'est-à-dire que, surtout dans le VIH, ce produit a fait la preuve formelle qu'il abaissait les lymphocytes, en particulier les lymphocytes CD4. Là, il y a une bonne nouvelle qui vient d'émerger, c'est que le laboratoire, qui est le laboratoire Merck, reprend le développement parce que c'était un produit qui a une très longue vie de 100 heures et il était destiné à accompagner. Je vous parlais du lenacapavir, mais le lenacapavir, s'il n'a pas de compagnon, ça va être difficile. Donc il faut des molécules qui sont compagnes de ces longues actives. Voilà. Pour finir, c'est vraiment un long parcours de vie. Il y a plein d'événements de vie et j'insiste beaucoup là-dessus. Donc, c'est bien. Et les recos seront là pour nous dire ce qu'il faut faire. Quand on est thérapeute, on s'appuie aussi sur des choses, sur la vie réelle. Il y a des circonstances de vie, il y a au sein d'une même consultation des horizons complètement différents. Et il faut que chaque fois le thérapeute, en tout cas, se pose la question de ce qui est le plus adapté pour les patients. Voilà, rien de plus dans la conclusion, sauf que je crois sincèrement qu'on vit quand même et qu'on va vivre cette révolution douce. C'est pas 96 à trithérapie, 2 traitements qui seront administrables sur longue durée et qui permettent, comme vous voyez, à tout le monde d'être traité, qui seront aussi actifs en prophylaxie. Et ça, c'est quand même, on se disait, le nourrisson, là, peut-être que si la maman l'allait, il pourrait avoir un petit shoot de PrEP s'il y avait un risque résiduel. Voilà, merci.